Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Ray McGovern, un officier de la CIA pendant 27 ans, qui a présidé les National Intelligence Estimates et préparé le President's Daily Brief sous le président Reagan. Étant donné que nous allons parler aujourd'hui un peu de la communauté du renseignement américaine et de cette guerre contre l'Iran, je ne peux pas imaginer quelqu'un de mieux placé pour en discuter. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. Au cours de la semaine passée, nous avons assisté à la guerre contre l'Iran. Je pense qu'elle a commencé, bien sûr, par une attaque surprise contre les installations nucléaires iraniennes pendant les négociations. On nous a dit qu'Israël avait agi seul. Puis, on nous a dit que les États-Unis soutenaient en réalité cette opération. Ensuite, Trump a dit qu'il avait besoin de 2 semaines pour, je crois, donner une chance à la diplomatie ou prendre une décision. Puis il y a eu une autre attaque surprise. Ensuite, on nous a dit qu'il ne s'agissait que d'une attaque contre des installations nucléaires. Je crois même que J.D. Vance a dit que c'était une guerre contre le programme nucléaire, pas un changement de régime. Ensuite, Trump dit qu'il faut un changement de régime. Donc, voilà. Puis bien sûr, Trump dit pas de cesser le feu. Les États-Unis exigent la reddition complète de l'Iran. Ensuite, il déclare que la mission est accomplie et appelle à un cessez-le-feu. Et bien sûr, maintenant, il se présente comme un artisan de la paix. C'est lui qui rapproche l'Iran et Israël pour instaurer la paix. Vous savez, apparemment, il ne fait pas partie du conflit. C'est une semaine de guerre très confuse. Tant de tromperies et de paroles creuses. Donc je sais, oui, Trump peut être très difficile à prévoir. Mais que prévoyez-vous alors, ou que voyez-vous venir ici? Parce que c'est juste, eh bien, je ne connais aucun autre conflit ou guerre similaire à celui-ci. Alors comment donnez-vous un sens à tout cela? Eh bien, Glenn, j'ai vécu bien plus longtemps que vous, et je n'ai rien vu de tel non plus. Vous savez, Trump est la personnification même de l'imprévisibilité. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est revoir ce qui s'est passé récemment, comme vous venez de le faire très très bien, et projeter à partir de là, puis essayer de comprendre ce qu'il motive. Est-il quelque peu dérangé maintenant? Avons-nous maintenant un deuxième président qui est mentalement diminué, cette fois par l'impulsivité, l'hubris et une sorte de pensée délirante? Mon Dieu. Mon truc, bien sûr, a toujours été d'observer les dirigeants soviétiques et russes. Et il n'y a rien qu'ils craignent plus qu'un président des États-Unis imprévisible. Maintenant, pour essayer de décortiquer un peu la rhétorique de ces derniers jours, tu as habilement noté que J.D. Vance a dit que nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran, mais seulement contre le programme nucléaire iranien. Eh bien, en tant que vieux catholique, je sais qu'il y a des distinctions à faire. Thomas d'Aquin s'en donnerait à cœur joie avec celle-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Être en guerre contre le programme nucléaire iranien. Faut pas exagérer. Et puis J.D. Vance a dit « Oh, cela n'a rien à voir avec un changement de régime. » Maintenant, nous ne faisons pas de changement de régime. Et maintenant, tu as le président, je veux dire, c'est une stratégie sur le long terme. Il a écrit ceci sur Truth Social. Il a dit « Atom is informed ». Qu'est-ce qui ne va pas avec le changement de régime? Oh, je sais que c'est mal. C'est politiquement. Eh bien, quel est le mot? Incorrect, d'accord? Un peu comme utiliser le mauvais pronom « bon sang ». Donc ce que Trump dit ensuite, c'est écoutez, le changement de régime, vous savez, si les Iraniens ne se plient pas, pourquoi pas un changement de régime? Je veux dire, rendons sa grandeur à l'Iran. Oui, ce serait un bon slogan. Voilà le niveau de réflexion. Dois-je en rajouter, alors qu'on a Marco Rubio, qui est non seulement le secrétaire d'État maintenant, mais aussi le chef du Conseil de sécurité nationale, en tant que conseiller à la sécurité nationale de Trump. 2 casquettes. Il n'y a eu qu'une seule personne capable de porter ces 2 casquettes avec succès, et c'était Henry Kissinger.
Et je ne pense pas exagérer en disant que Marco Rubio n'est pas Henry Kissinger, d'accord? And I don't think I exaggerate to say that Marco Rubio is no Henry Kissinger. Okay, so what does he say on CBS? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur CBS? Dimanche, Meet the Press. Eh bien, Margaret Brennan, qui est une bonne intervieweuse, même si elle a toujours été guidée par le politiquement correct concernant l'Iran, à moins qu'elle n'en sache beaucoup plus en privé, dit soudainement à Rubio, « Oh, la communauté du renseignement dit que l'Iran n'a pas de programme d'armes nucléaires. Vous ne vous en rendez pas compte? » Eh bien non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Bien sûr que si, c'est ce qu'ils disent. Et en fait, Tulsi Gabbard, non, ce n'est pas ce qu'ils disent. Non, vous avez tort, vous ne savez pas. C'est devenu une sorte de bagarre de cantine entre élèves de seconde. Pour l'amour de Dieu. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'était un peu comme, mon Dieu. Donc je ne dirais pas adolescent, c'était plutôt puéril. Et bien sûr, elle avait entièrement raison. Je cite cet exemple simplement pour prouver que les choses changent dans ce pays. Margaret Brennan n'aurait pas eu l'audace de demander des comptes à Marco Rubio pour cette idiotie auparavant. Il finit par dire que l'intelligence n'a pas d'importance. Donc, la situation devient vraiment incontrôlable ici, aux États-Unis d'Amérique. Je pense que le contexte de tout cela est, je dirais, heureusement, aujourd'hui, dans ce nouveau monde, c'est 2 contre 1 sur le plan stratégique. Je me sens très concerné par cette question, car mon premier portefeuille consistait à observer les relations de la Russie avec la Chine et comment elles influençaient les relations avec les États-Unis. Et ce triangle dont nous devons parler, vous savez, les Russes d'un côté, les Chinois de l'autre, et les États-Unis au milieu, c'était autrefois un peu équilatéral, n'est-ce pas? Plus maintenant. C'est isocèle désormais. Il y a le grand bras pour la Russie, le grand bras pour la Chine et les États-Unis. Eh bien, les États-Unis ne font pas grand-chose au milieu. Et cela a des conséquences majeures. Maintenant, je suis pratiquement certain qu'après que le ministre iranien des Affaires étrangères a parlé à Poutine hier, ils se sont mis d'accord. Ils ont vérifié avec les Chinois et ont donné un ultimatum à Trump. Regardez, c'est le nouveau monde. Oubliez d'en faire plus. Les Israéliens commencent à laisser entendre qu'ils seraient ouverts à un cessez-le-feu. C'est parce qu'ils sont en train de perdre. Vous entendez cela, Monsieur Trump? Ils sont en train de perdre. L'Iran dispose d'une pléthore de ces missiles hypersoniques contre lesquels vos missiles Patriot, vos HIMARS et toutes vos défenses très sophistiquées et perfectionnées ne fonctionnent pas. Vous le savez, Monsieur Trump. J'espère qu'on vous l'a dit, n'est-ce pas? Voyons si nous pouvons calmer la situation. Pourquoi n'essayez-vous pas d'obtenir un cessez-le-feu? Voyez si les Israéliens accepteraient, car ils ont déjà beaucoup souffert. Personne ne le sait. ABC et Reuters viennent d'être expulsés, où on vient de leur dire qu'ils ne peuvent pas transmettre depuis Israël sans censure. Al Jazeera, bien sûr, est déjà parti. Donc les Américains ne savent pas à quel point les Israéliens sont touchés, mais ils le sont gravement. Et il n'existe aucune défense contre cette série de missiles hypersoniques très sophistiqués que l'Iran peut utiliser pour démolir ce qui reste de l'armée israélienne et des principales infrastructures économiques. Voilà donc la situation telle que je l'aperçois. Je pense que les enjeux sont tels que la Russie et la Chine ont de véritables intérêts majeurs dans cette affaire et qu'ils finiront par convaincre Trump, s'il lui reste une once de bon sens, plutôt que de le voir céder une fois de plus à Netanyahou. Comme vous le savez peut-être, je fais partie de ceux qui pensent que Netanyahou a bel et bien piégé Trump. Cependant, Trump a naïvement déclaré « Oh, nous menons de très bonnes négociations ». Ce n'était pas une manœuvre de tromperie. Trump pensait vraiment que cela fonctionnerait. Et tout à coup, ça n'a pas marché. Soudain, ses conseillers lui ont dit « Regardez, Monsieur Trump, regardez cette télévision. Regardez, les Israéliens ont carte blanche en Iran.
the Israelis have free reign in Iran. Look at, look, for 8 hours they had free reign. Regardez ça. Oh, ils ont eu 8 heures de liberté totale. Trump part, fait une sieste ou dort, boit encore un peu de Diet Coke, se réveille et dit « Excellent, excellent, je suis à fond, je suis au courant de tout ça, je sais tout. » Fin de citation, d'accord? Oh, ensuite, les Iraniens réparent leur défense aérienne. Oh mon Dieu. Et puis les Israéliens commencent à perdre. Et qu'est-ce que Trump dit alors? Je ne savais rien de tout ça. Je veux dire, c'est juste, vous savez, je suis du côté d'Israël. Et puis, comme vous avez décrit la suite du scénario, tout à coup, Trump saute à pieds joints après avoir dit « Eh bien, non, on va attendre 2 semaines. » Comment expliquez-vous cela? Duplicité totale. How do you explain that? Abject duplicity? Oh, in my view, it's just as likely. Eh bien, à mon avis, il est tout aussi probable que Trump ait été informé par les Israéliens. Écoutez, nous sommes en train de gagner sur ce dossier. Nous allons l'emporter. Mais il semble que les Iraniens développent ces missiles hypersoniques au point que nous pourrions être à terre dans 2 semaines. Oh mon Dieu. Alors maintenant, Monsieur Trump, s'il vous plaît, une frappe limitée. Une frappe limitée. Mais on peut faire valoir que les forces américaines sont presque illimitées dans leur puissance. Intéressant, n'est-ce pas? Une frappe limitée sur des installations nucléaires. Nous pourrions discuter de toutes les justifications possibles à ce sujet. Et cela peut être très bref, car la réponse est qu'il n'y a absolument aucune justification à ce que Trump a fait en rejoignant Netanyahou pour bombarder un pays qui ne représente aucun danger pour les États-Unis d'Amérique. Oui, j'ai aussi eu l'impression au début que lorsqu'il s'est soudainement démarqué de Marco Rubio, qui disait, tu sais, que les États-Unis n'avaient rien à voir avec ça, c'était parce que les Iraniens étaient tellement dépassés pendant les 2 premières heures quand leur défense aérienne était hors service. On aurait dit que cela allait peut-être une frappe de décapitation réussie. Et j'imagine que Trump ne voulait pas être laissé de côté. Si tu n'étais pas au courant de l'attaque, tu ne peux pas t'attribuer la victoire. Et comme tu l'as dit, ça ne s'est pas passé comme prévu, et alors ils prennent à nouveau du recul. J'essaie de ne pas écouter ce qu'il dit, mais plutôt de regarder les actions que cela implique. Oui, je pense juste que pour qu'il ait dit « Oh, oh, mon Dieu », qu'ont fait les Israéliens. Je n'étais au courant de rien du tout. Tu sais, c'est une grande surprise pour moi. Cela aurait été tout simplement trop embarrassant à l'époque. D'autant plus que je suppose que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il avait compris, d'après le jugement, que les défenses iraniennes étaient hors service et que c'était un excellent exemple de frappe préventive. Donc oui, je pense que cela aurait été trop embarrassant pour lui de dire « Eh bien, Bibi ne m'a jamais rien dit. » Mais je pense, qui sait? Tout cela reste vraiment spéculatif. Je sais que je suis un cas à part sur ce sujet. Je suis content que tu le sois aussi, dans une certaine mesure. Mais cela concerne ce qui se passe maintenant. Et je suggère simplement que si c'était le genre classique de piège à souris, je veux dire, il arrive un moment où même Trump, aussi proche qu'il se sente de Netanyahou, personne n'aime se faire piéger sur des questions aussi importantes. Donc, si c'était un piège, je dirais simplement que cela influencera la réflexion de Trump à l'avenir. Et peut-être que son soutien à Netanyahou ne sera plus aussi instinctif ou automatique qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Mais pour expliquer le dernier revirement, car l'argument était qu'il n'accepterait qu'une capitulation ou une reddition complète de l'Iran. Et puis, bien sûr, les États-Unis ont mené cette frappe lors de laquelle il a affirmé que les installations nucléaires avaient été détruites. Il y a des raisons de douter que ce soit exact. Mais comment est-il passé de cela à soudainement appeler à une fin rapide de la guerre?
Mon impression était qu'il avait aussi besoin d'une excuse, je suppose, parce qu'il y a une énorme opposition intérieure à cette guerre. Les États du Golfe pourraient également craindre ce qu'ils risqueraient s'ils se retrouvaient entraînés dans ce conflit, étant donné qu'ils sont très vulnérables et exposés. Mais aussi, comme vous l'avez suggéré, les systèmes d'armes ne sont pas vraiment là. Nous envoyons tous les systèmes d'armes en Ukraine depuis si longtemps. Les Israéliens étaient également, selon les rapports, à court de missiles intercepteurs. C'est quelque chose que même le Wall Street Journal a rapporté. Le taux d'interception chutait radicalement. Et puis, les États-Unis non plus n'ont pas un stock illimité d'armes. Donc, était-ce simplement un prétexte pour mettre fin à la guerre, pour déclarer la mission accomplie? Eh bien, je pense que les faits sur le terrain vont dans ce sens. Vous savez, il y a une expression « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Eh bien, nous déshabillons Pierre Zelensky pour habiller Paul Netanyahou. Je veux dire, certains de ces missiles patriotes étaient soit en route vers l'Ukraine, soit déjà sur place. Ils ont dit « non, non, amenez-les en Israël ». En dehors de cela, ils ne sont pas efficaces contre les missiles hypersoniques. Donc je pense, et c'est spéculatif, que Trump a finalement reçu un vrai briefing, peut-être par les chefs d'état-major, peut-être par Tulsi Gabbard, et qu'on lui a dit « Écoutez, si vous attendez 2 semaines maintenant, il ne restera plus grand-chose d'Israël. D'accord? Israël est en très mauvaise posture. Personne ne le sait, pas même vous, parce que vous regardez Fox News, Monsieur le Président. Mais je vous dis que certains de leurs principaux aérodromes et installations ont été détruits, ainsi que leurs terminaux pétroliers. Ils n'ont pas 2 semaines. Voyez ce que vous pouvez faire pour arrêter ça maintenant. Je sais que vous avez dit 2 semaines, mais tout le monde sait que vous changez d'avis très souvent. Faites-le maintenant. Voilà comment je le reconstitue. Il y a peut-être d'autres théories. Peut-être en avez-vous une, Glenn. Eh bien, j'ai quand même eu cette réflexion. Lorsqu'il a dit, vous savez, nous avons complètement anéanti le programme nucléaire. Il est détruit dans son intégralité. D'un côté, on peut interpréter cela comme le style habituel, grandiloquent, du président Trump. Vous savez, il se vante beaucoup. Tout le monde sait que tout ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Il aime les déclarations fortes et exagérées. Cependant, j'ai trouvé cela intéressant, car si l'on soutient ensuite qu'il n'y a plus de programme nucléaire iranien, que tout est détruit, et que la guerre était soi-disant liée à ce programme nucléaire, n'est-ce pas une bonne raison de mettre fin à la guerre? Mais aussi, ce à quoi il n'avait peut-être pas pensé. S'il n'y a plus de programme d'armes nucléaires, pourquoi aurait-on encore besoin de négociations? Pourquoi avez-vous besoin de l'AIEA? Pourquoi? Vous savez, je ne sais pas. On dirait qu'il a peut-être retiré un des arguments à Netanyahou. Pourquoi? Parce que l'argument, c'est que la raison de cette guerre était d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. C'est aussi ce que dit Washington. Mais si c'est mission accomplie, vous savez, la bannière est déjà déployée. C'est aussi une bonne façon de terminer la guerre. Donc je ne sais pas. Après le bombardement, j'ai regardé la situation et je me suis demandé, il y a 2 voies possibles ici. Soit les États-Unis attendraient que l'Iran riposte pour ensuite intensifier encore plus, donc, encore une fois, utiliser cela comme prétexte pour une escalade supplémentaire et aller vers une guerre totale, un changement de régime en Iran, soit ils utiliseraient l'attaque comme une opportunité pour mettre fin à la guerre. Et une fois que l'attaque iranienne contre le Qatar a également été limitée en termes de dégâts, cela a créé une opportunité pour les Américains d'absorber essentiellement la punition sans avoir à riposter et de simplement mettre fin à toute l'affaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne analyse, mais il semble qu'Israël ne soit pas vraiment disposé à mettre fin à la guerre. Il semble désormais contraint d'aller dans cette direction.
Maintenant, si Trump a ce genre d'influence sur Israël, et il est toujours difficile de savoir qui a le plus d'influence sur l'autre, alors le cessez-le-feu pourrait tenir un certain temps. Après tout, Israël a besoin de se réapprovisionner et de trouver de meilleurs moyens d'essayer, et j'insiste sur essayer, de se défendre. L'Iran dispose maintenant de beaucoup de ces missiles. Ils n'ont pas besoin d'un cessez-le-feu. Ils peuvent continuer. Je pense que les Iraniens sont conseillés par les Chinois et par les Russes. Écoutez, vous avez l'avantage. Il peut être un peu difficile pour vous de vous arrêter maintenant, étant donné la provocation, mais il faudra des mois aux Israéliens pour se procurer davantage des armes dont ils ont besoin. Et même à ce moment-là, ils ne pourront pas se défendre contre vos missiles hypersoniques. Alors calmez le jeu pendant un moment, voyons ce que nous pouvons faire. Tu as mentionné le Qatar. Hier, j'étais en direct avec Al Jazeera, d'accord? Ils sont à Doha, la capitale du Qatar. Et il y a eu un peu de confusion. Ils n'ont pas pu m'envoyer le lien pour qu'on puisse passer sur Zoom. Finalement, paniqué, je les ai appelés, tu sais, et j'ai reçu un message en retour. Et ça ressemblait à ça. Vas-y. Écoute attentivement. Écoutez, ils m'ont fait écouter 1 minute et demie de ce qui se passait dehors, sous leurs fenêtres. Ils étaient à 50 kilomètres, m'ont-ils dit, d'Al-Udeid, la base aérienne américaine. Et ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais mon interview a été interrompue lorsque leur ministre des Affaires étrangères est intervenu pour dire au monde ce que le Qatar et tous les autres avaient organisé. Donc au fond, la question porte vraiment sur ce que les États-Unis et Israël essayaient de faire. Cela n'avait rien à voir, désolé de choquer si c'est le cas, cela n'avait rien à voir avec l'enrichissement d'uranium. Cela n'avait rien à voir avec une tentative iranienne de fabriquer une arme nucléaire. Il s'agissait d'un changement de régime. Maintenant, était-ce naïf de penser qu'ils attaqueraient l'Iran et que le peuple iranien se soulèverait en disant « Oui, c'était une bonne chose. Nous soutenons cela et renverserait leur gouvernement. » Eh bien, je ne sais pas. Naïf n'est pas le mot. Ce serait plutôt délirant. Mais c'est le contraire qui s'est produit. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne le programme nucléaire, eh bien, vous savez, si j'étais Khamenei, bien sûr, je ne suis pas aussi religieux que l'ayatollah. Mais si j'étais lui, je serais assiégé par de nombreuses personnes qui diraient « Eh bien, enfin, as-tu encore besoin d'être convaincu que nous devons avoir une arme terrestre? Cela ne prendrait que quelques mois pour la fabriquer. Nous avons l'uranium enrichi. Peux-tu, s'il te plaît, revenir sur cet édit religieux, la fatwa qui nous l'interdit? » Et je ne sais pas ce qu'il répondrait. A-t-il besoin de le faire? Non. Mais le grain de sable dans l'engrenage, c'est ceci. Si le conflit continue et que Netanyahou continue de perdre, comme il le fera manifestement si cela dure encore quelques semaines, il en viendra à envisager l'utilisation de ces armes nucléaires. Sur ce point, les États-Unis, la Russie, la Chine, même l'Iran, sont unanimes pour dire « Mon Dieu, ce serait la pire chose qui puisse arriver ». Netanyahou le ferait-il? Eh bien, je n'ai pas beaucoup de respect pour Netanyahou. Je pense qu'une grande partie de sa motivation actuelle est d'éviter la prison. Ce gouvernement a failli tomber il y a seulement 10 jours, juste avant qu'il ne lance cette grande attaque contre l'Iran. Il a failli tomber. Qu'est-ce que cela signifierait? Il serait évincé du pouvoir. Il irait en prison dans cette suite nuptiale que lui et sa femme sont destinés à occuper s'il perd le pouvoir. Est-ce que je dis que des considérations personnelles, comme éviter la prison, pourraient pousser quelqu'un comme Netanyahou à déclencher une guerre régionale? Je suppose que oui, Glenn, parce que je pense que c'est probable. C'est un individu qui mène un génocide.
Il y a déjà eu plusieurs centaines de milliers de Gazaouis morts, grièvement blessés ou morts de faim à cause de ce même homme. Maintenant, aurait-il recours à l'arme nucléaire en situation extrême? Si on me posait la question, je me la pose à l'instant, oui, je pense qu'il le ferait. Mon Dieu, Trump serait-il capable d'empêcher cela? Non, je ne pense pas qu'il le pourrait. Donc la valeur suprême ici, à mon avis, c'est que les grandes puissances du monde doivent calmer cette fichue situation avant qu'elle ne devienne une défaite aussi désastreuse pour Israël que Netanyahou, ne serait-ce que pour éviter la prison, mais aussi pour jouer la seule carte qui lui reste, l'option Samson. Vous vous souvenez de la Bible? Samson fait s'effondrer le temple, tout le reste, pour s'assurer que les Philistins ne l'attrapent pas, ou peu importe. Ferait-il cela? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des gens sensés dans ce monde, même à Washington, même s'ils se comptent probablement sur les doigts d'une main. Mais il y a des personnes qui savent ce qu'est une guerre nucléaire. Et heureusement, Tulsi Gabbard en fait partie. Alors peut-être que le bon sens l'emportera. Et c'est peut-être ce que nous verrons maintenant, après que Trump se soit vanté d'avoir obtenu un cessez-le-feu. Je ne sais pas. J'apprécie vraiment cette occasion de réfléchir à voix haute à ce sujet, car parfois je m'entends dire des choses auxquelles je n'avais pas pensé auparavant, et parfois je suis même d'accord avec elles. Eh bien, c'est intéressant. Après tout ce chaos, il sera peut-être plus facile d'y voir clair. Mais d'un autre côté, est-ce que tout cela est terminé? Parce qu'il semble, pas seulement Trump, mais beaucoup de ses proches, qu'ils seraient intéressés par un changement de régime en Iran. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. L'idée qu'il va maintenant y avoir la paix sur Terre, qu'ils vont embrasser l'Iran, étant donné que soi-disant tout leur programme nucléaire a disparu, avec toutes les tromperies continuent. Oui, à quel point est-il probable que ce cessez-le-feu tienne réellement? Je veux dire, je verrais un intérêt à le maintenir pour l'instant, étant donné que les États-Unis ne sont pas prêts pour une grande guerre avec l'Iran. Israël s'est beaucoup épuisé. Donc, ce n'est pas une bonne idée de poursuivre une guerre que l'on ne peut pas gagner. Mais à moyen ou long terme, c'est possible. J'ai du mal à croire que les États-Unis en aient fini avec l'Iran. Eh bien, en aient fini avec Israël. Je le formulerai ainsi. Cela m'a toujours étonné de voir à quel point Israël exerce une influence sur une superpuissance majeure comme notre pays, les États-Unis. Mais on ne peut pas exclure que Netanyahou ait quelque chose contre Trump. Et bien sûr, les sionistes savent qu'il agira de manière irrationnelle, comme il l'a semblé faire plus tôt cette semaine. Il est difficile de dire comment cela va se terminer, mais je pense que tu as tout à fait raison de te concentrer sur le moyen et le long terme. À mon avis, ces cessez-le-feu ne vont pas durer. Ils ne durent jamais. Je veux dire, regarde ceux avec le Hamas. Regarde ceux qu'Israël et les États-Unis ont contribué à faciliter, pour ainsi dire, pendant un certain temps au Moyen-Orient. Donc oui, tout dépend de l'étendue du contrôle que Trump a, non seulement sur son propre gouvernement. Je pense qu'il y avait des gens dans son propre gouvernement qui ont fait un clin d'œil à Netanyahou, à Dermer et à tous ces autres types en disant « Allez-y, lancez cette affaire ». Nous disposons de moyens, des moyens électroniques, pour neutraliser la défense iranienne. Ensuite, on emmène le président dans la salle de crise de la Maison-Blanche, là où ils ont organisé cette grande projection. Oui, là il sera complètement impliqué, ce à quoi il a succombé. Puis comme je le dis, plusieurs heures plus tard, « Oh non, je ne savais rien ». Donc l'imprévisibilité est sa marque de fabrique. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je pense qu'à ce stade, nous devrions probablement lier cette discussion à ce qui va s'ouvrir demain dans son intégralité, à savoir le sommet de l'OTAN à La Haye. Quel sera l'impact de tout cela? Eh bien, prenons ce que j'appelle la coalition des cerveaux morts. Mao Tse-tung, Starmer, le gars de Pologne.
Comment vont-ils réagir à tout ça? Cela détourne l'attention de ce qu'ils voulaient vraiment, poursuivre la guerre contre la Russie en Ukraine. Je pense qu'il y a de bonnes chances que Poutine ait été en contact avec Trump par téléphone. Ils ont dit, écoute, je sais que tu es plutôt doué pour conclure des accords. Nous aimerions en conclure un ici. Tu rencontres ces Européens à l'OTAN demain et après-demain. Pourquoi ne leur dis-tu pas de vraiment réfléchir à l'Ukraine? Et pourquoi ne leur dis-tu pas que tu ne fourniras plus d'armes ni d'argent au gouvernement ukrainien tel qu'il est actuellement constitué? Est-ce que tu as le cran de faire ça, Donald? D'accord. Alors, pourrais-tu demander aux Iraniens de ne pas détruire ce qui reste d'Israël? Oui, marché conclu. Ce genre de choses n'est pas à exclure. Je pense qu'ils sont en contact et je pense qu'ils peuvent négocier entre eux, malgré le fait que le monde, à juste titre, n'a plus du tout confiance en Trump. Peu importe s'il y a une véritable confiance entre Poutine et Trump. Ils partagent un désir fondamental d'avoir une relation décente entre nos deux pays, indépendamment de la confiance, faire confiance, mais vérifier, d'accord? Donc ce genre de choses peut être vérifié même dans le cadre d'une négociation. Ou si les États-Unis avancent et disent « Très bien, vous, coalition des cerveaux morts, vous pensez pouvoir fournir des armes et d'autres soutiens à l'Ukraine pour qu'ils se battent jusqu'au dernier Ukrainien. Très bien, à vous de jouer. Nous, on se retire. Plus d'armes et plus d'argent. Maintenant, si Trump dit cela, l'OTAN va être en quelque sorte ébranlée. Que vont-ils faire? Parce que tout le monde n'est pas lobotomisé. Je veux dire, il y a les Hongrois, il y a les Slovaques, il y a beaucoup de gens. Donc on se demande, bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Donc cela pourrait être, et tu peux me citer là-dessus, Glenn, le dernier sommet de l'OTAN. L'article 5 n'a vraiment plus d'importance. Je ne pense pas que qui que ce soit croit que les États-Unis seraient prêts à échanger l'anéantissement de Washington ou de New York ou de Berlin ou de Moscou en cas d'échange nucléaire. Donc avec l'article 5 mort et les Européens qui paradent comme s'ils avaient encore du pouvoir, eh bien je pense que Trump pourrait être assez détaché pour dire « Très bien, paradez sans notre armement et sans notre argent ». Donc tu penses que l'article 5 a été tellement affaibli que les Russes ne le prennent plus aussi au sérieux? Eh bien, les Russes doivent en quelque sorte le prendre aussi au sérieux que possible. La question est de savoir ce que pensent les Européens. Je n'arrive pas à voir, encore une fois, il est difficile de chercher des dirigeants sensés parmi la coalition des cerveaux morts, mais il y a d'autres dirigeants européens qui disent « Mon Dieu, vous savez, l'OTAN était censée nous protéger de l'Union soviétique. Maintenant, attendez une seconde. L'Union soviétique s'est effondrée en 90, 91. Le pacte de Varsovie a été dissous. Pourquoi n'avons-nous pas dissous l'OTAN? Eh bien, il y a beaucoup de raisons à cela. Des raisons bureaucratiques, toutes sortes de prétentions au chauvinisme de grande puissance. Et le fait que, vous savez, d'accord, nous sommes toujours une grande alliance, mais elle n'a plus de dents, parce qu'il y a maintenant un rapprochement entre Trump et Poutine, même au milieu de cette crise en Iran et en Israël, à laquelle aucun des deux ne veut renoncer. Et pendant que les Européens observent la situation, ils se demandent, « Mon Dieu, que va-t-il se passer ?» Eh bien, ces Allemands, il y a 2 sommets de cela. Ces Allemands sont partis seuls et ont conclu un accord avec les États-Unis pour installer des missiles à portée intermédiaire, capables de transporter des ogives nucléaires, en Allemagne l'année prochaine, en 2026. Cela s'est fait indépendamment de l'OTAN. C'était un accord bilatéral. Et lorsque nous avons demandé à Scholz, le chancelier de l'époque, comment cela s'était produit, il a répondu, « Eh bien, les Américains voulaient le faire. » Et nous avons dit « D'accord, nous approuvons. »
eh bien, cela va bouleverser toute la situation stratégique en Europe centrale. Cela va ramener la situation qui existait avant le traité INF, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui, je le rappelle à notre public, a détruit, démantelé, éliminé toute une catégorie de missiles balistiques à portée intermédiaire et à plus courte portée en Europe occidentale et en Russie. In Western Europe and in Russia. My God. Obliterated. First time in history. Mon Dieu, anéanti. Première fois dans l'histoire. Ils l'ont été. Anéanti est le mot juste dans ce cas. Vous savez, j'ai cherché l'étymologie de anéantir. Ça vient du mot latin litterar, d'accord? Ob, pour ajouter de l'emphase. Litterar signifie effacer. Cela veut dire en quelque sorte rayer, d'accord? Donc c'était une exagération de la part de Trump, bien sûr. Mais vous savez, ça s'applique ici. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des Européens de l'Ouest intelligents qui se rendent compte que l'Union européenne n'est plus bénéfique pour chaque pays. C'était une bonne idée, d'accord? Mais c'est devenu une sorte de bureaucratie centralisée qui ne fait de bien à aucune de ces nations. Et puis l'OTAN, eh bien, l'OTAN est un organe vestigial. And then NATO, well, NATO is a vestigial organ. And Et si nous laissons, si les Allemands, voilà la logique de l'OTAN, si nous laissons les Allemands installer des missiles balistiques à moyenne portée en Allemagne, prêts à frapper la Russie, eh bien la Russie va, si elle ne les a pas déjà, elle aura des missiles équivalents. Nous reviendrons à la situation d'avant le traité INF, et nous serons aussi des cibles. Pensons-nous que si l'Allemagne et la Russie s'engagent dans un échange de missiles balistiques intermédiaires, les États-Unis vont dire « Oh, attendez une seconde, l'article 5 ». Ou que les Européens diront « Oh, article 5, article 5 ». Je ne sais pas s'ils le feraient. Je pense qu'il y a suffisamment de doutes pour se demander si les États-Unis respecteraient ce qu'il reste de l'article 5 du traité de l'OTAN. Ils ne peuvent pas être aussi déconnectés de la réalité. Et ça dit, je me corrige. Ils pourraient être tellement dans l'illusion. Mais alors, comme disaient les Chinois autrefois, cela ne mènerait à rien de bon. Il y a une certaine illusion sur ce continent, en Europe. C'est assez étonnant de voir, par exemple, l'Union européenne pendant le conflit actuel ou la guerre avec l'Iran. Ils publient ces déclarations comme si le monde les attendait, comme si la Terre allait trembler à l'annonce des déclarations de l'UE. Il n'y a tout simplement rien derrière, et plus personne ne les prend au sérieux. Les Américains se moquent de ce que disent les Européens. Les Russes s'en moquent. Même les Iraniens n'en ont plus vraiment grand-chose à faire. Tout le pouvoir, toute l'influence, ce qui était autrefois une certaine autorité morale, tout a disparu. Mais quand on regarde les médias sur ce continent, c'est comme si le monde attendait encore de savoir ce que les Européens vont dire. Et vous savez, ils vont écouter attentivement. C'est très étrange. Je pense vraiment qu'il y a un énorme déni. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils se sont rendus eux-mêmes insignifiants. C'est vrai, Glenn. Permettez-moi d'intervenir ici. L'ambiance est un peu sombre. Maintenant, tu as assez de recul pour te souvenir que, pendant des décennies depuis la révolution russe, les Russes n'avaient qu'un seul ennemi principal, le Glavny Vrag, évidemment les États-Unis d'Amérique. Devine quoi? Il y a eu des sondages sérieux et respectés en Russie aujourd'hui. Les États-Unis ont perdu leur place de Glavny Vrag. Ce n'est plus l'ennemi principal. Devine qui c'est? L'Allemagne. Guess who is? Germany. And Ukraine. It goes down the list. Et l'Ukraine. And it's a La liste continue. shift. Et c'est un changement important. Okay. Bon, d'accord, c'est un bon sondage, mais ce n'est qu'un sondage. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Toute ma raison d'être, en analysant la politique étrangère soviétique et en essayant d'anticiper ce que les soviétiques pourraient faire de façon dangereuse ou politique, eh bien cela reposait sur le fait que nous étions le Glavny Vrag. D'accord, nous ne sommes plus le Glavny Vrag. Qu'est-ce que ça signifie? Cela a des implications.
Ça veut dire que les Russes se sont habitués à considérer ce rapprochement naissant comme quelque chose de positif. Poutine a dit que c'était une bonne chose. Poutine est même allé très loin en disant, vous savez, je pense qu'on peut nous faire confiance. Oui, je pense qu'on peut faire confiance à Donald Trump. Yeah, I think we can trust Donald Trump. I think he is sincere in wishing peace. Je pense qu'il est sincère dans son désir de paix en Ukraine. Cela dit, c'était il y a 2 mois. Je ne pense pas que Poutine va parler de confiance en ce moment. Je crois qu'il est très offensé. Mais l'objectif principal reste le même. Maintenant, ne me demandez pas d'expliquer pourquoi précisément la Russie et les États-Unis ont jugé bon d'en faire leur toile de fond dominante ici, leur objectif principal. D'accord. Ou même la détente. Mais ils l'ont fait. D'accord. Et le fait qu'il l'ait fait doit être pris en compte dans tous les calculs concernant ce qui va se passer maintenant. Je pense que demain sera vraiment, vraiment important pour l'Europe, pour l'OTAN et même pour l'UPAN. On ne peut pas prévoir ce que Trump fera. Il est imprévisible. Regardez ce qu'il a fait au G7. Il arrive en mode offensif. Que dit-il? He comes in with the guns blazing. What does he say? He says, how come this is G7? Should be G8. Il dit, pourquoi est-ce que c'est le G7? Ça devrait être le G8. Qui a exclu les Russes d'ici? Et les Chinois, ils devraient être là aussi. Ensuite, il s'en prend à Macron, en partant, en critiquant le commentaire de Macron. Ah, Macron qui suggérait que Trump allait travailler sur un cessez-le-feu. Il dit, ah, il ne sait pas de quoi il parle. Son attention, je ne regarde pas. Enfin, c'est un peu fou. J'essaie de trouver un peu d'ordre dans ce chaos, de voir s'il y a un plan derrière tout ça. Mais parfois, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien. Franchement, ça n'avait aucun sens de s'en prendre à la France de cette façon, ou de s'en prendre à Macron. Je ne suis pas un fan de Macron, mais il doit y avoir une raison derrière ces choses-là, tu vois, et je n'ai pas vu la raison. C'est un bon point. That's a good point. Now, I don't feel sorry for Macron. Vous savez, je n'ai pas de peine pour Macron. Il n'est pas du genre à susciter la compassion, à mon avis. Mais le voilà, sa femme lui met des claques. Trump lui en met aussi, mais verbalement. Pauvre gars. Bon, vous venez de poser une très bonne question, et je me suis laissé emporter par ce théâtre comique. Qu'est-ce que c'était, Glenn, que vous étiez en train d'aborder? Ça avait l'air très important. Oh non, j'ai oublié. C'est pas grave. Je voulais quand même dire quelque chose à propos de la communauté du renseignement. Parce que vous avez mentionné Marco Rubio tout à l'heure. Il a fait remarquer que ce que disait la communauté du renseignement était sans importance. Mais Trump a dit quelque chose de similaire, parce qu'un journaliste lui a demandé, « Eh bien, votre propre communauté du renseignement vous dit qu'il ne travaille pas sur l'arme nucléaire. » Et il répond, « Eh bien, mes agences de renseignement se trompent. » Mais, vous savez, avec presque 3 décennies passées à la CIA, vous avez vu comment les communautés du renseignement alimentent les médias et l'administration. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Parce que non seulement le gouvernement ou la branche exécutive se montre désormais méprisant envers la communauté du renseignement, mais on voit aussi maintenant la dirigeante Tulsi Gabbard au sein de la communauté du renseignement qui modifie essentiellement toute sa position pour s'ajuster au gouvernement. Elle s'est éloignée de ce qu'elle avait déclaré auparavant afin d'apporter son soutien à l'affirmation de Trump selon laquelle l'Iran pourrait obtenir une arme nucléaire, alors qu'elle avait rejeté cette idée quelques semaines plus tôt. Que signifie cette rupture de la relation entre une agence de renseignement indépendante et la branche exécutive qui est censée agir sur la base de ces informations? Et parfois, il y a certains avantages à avoir été là depuis longtemps. Avant la guerre en Irak, les analyses de renseignement produites par mes anciens collègues, j'avais pris ma retraite quelques années auparavant, ont été corrompues au point d'être utilisées pour justifier une guerre d'agression, définie à Nuremberg comme le crime international suprême, ne différant des autres crimes de guerre
que dans la mesure où elle contient le mal accumulé de l'ensemble. Pensez à la torture et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Maintenant, personne n'a été tenu pour responsable. Ses anciens collègues ont reçu des primes en espèces. C'était totalement corrompu. Même la division d'analyse, dont j'espérais qu'elle pourrait échapper à la corruption de la division des opérations qui comportait un tout autre risque, vous voyez? Alors, quelqu'un a eu cette idée, quelqu'un de respectable, qui a dit « Écoutez, les néoconservateurs se frappent la poitrine maintenant, et ils disent « Les vrais hommes vont à Téhéran ». Alors, mon Dieu, allons-nous avoir une nouvelle estimation fallacieuse sur l'Iran pour justifier une intervention contre l'Iran? Je connais un peu ce sujet, parce que j'ai travaillé non seulement comme analyste à la CIA, mais aussi au sein de la communauté du renseignement en tant que directeur adjoint du renseignement national. D'accord? Nous dirigions les estimations. J'en ai dirigé 2 tout seul. En d'autres termes, vous présidiez l'estimation, vous la présentiez devant le comité de 12 ou 16, alors chef des agences de renseignement, et ensuite, vous la publiez comme le document que tout le monde devait respecter et croire. Ils n'arrivaient pas à croire à celle qui avait été faite le 1er octobre 2002 pour justifier la guerre contre l'Irak. Donc, avec cela en tête, certaines personnes au Congrès et ailleurs ont dit « Écoutez, il nous faut une estimation honnête sur l'Iran avant que Bush, Cheney et Condoleezza Rice ne s'en prennent à l'Iran pour faire plaisir à Netanyahou. » Oui, bonne idée. Comment allons-nous faire cela? Eh bien, il nous faut trouver un bon responsable pour cela. D'accord, ils ont passé 1 mois à chercher au sein de la CIA. Il n'y avait personne avec les compétences ou l'envergure managériale sur qui ils pouvaient compter pour mener une estimation honnête. Ils sont allés au département d'État, vers Tom Fingar, qui était à la tête du renseignement du département d'État, un secrétaire adjoint, un haut responsable. D'accord? Il a pris de nombreuses notes en octobre 2002 parce qu'il n'était pas d'accord avec les armes de destruction massive et tout ce genre de choses. Alors ils lui ont demandé « Tom, accepterais-tu de venir faire une estimation ?» Et il a répondu « Vous plaisantez? J'en ai tellement marre de ces gens-là. Non, laissez tomber, je vais prendre ma retraite. » Mais ils ont insisté. Ils lui ont dit « Écoute, tu prends tes propres gens, des gens honnêtes. On te donne 1 année entière pour le faire. On va le mandater par le Congrès. » Il a dit « D'accord. » Et il a travaillé tout au long de 2007, période durant laquelle il a reçu quelques informations de renseignement très opportunes. Il les a évaluées. Et le jugement principal a été publié par le Congrès, rappelons-le, c'est eux qui l'avaient demandé. C'est essentiel. En novembre 2007, l'évaluation était la suivante. L'Iran ne travaille pas sur une arme nucléaire. Il a cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'a pas repris les travaux. Nous l'affirmons à l'unanimité et avec une grande confiance. Point final. D'accord. Wow. Cela a empêché, c'est la seule estimation, à ma connaissance, parmi toutes nos estimations, et je connais à peu près, enfin, j'en connais certaines depuis 1963, et j'ai fait quelques recherches. La seule fois où une estimation nationale du renseignement a empêché une guerre. Et comment le sais-je? Parce que Bush Jr. va en Israël en janvier 2008 et dit « Je ne suis pas d'accord avec cette estimation. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que l'Iran est, en autant que je n'ai pas... » Et puis il écrit dans son livre « Decision Point, ne l'achetez pas. Il est dans les bibliothèques, certaines bibliothèques. » J'ai oublié à quelle page c'est, mais il a dû l'écrire lui-même. Il dit « C'était décevant. Ça a attiré l'attention. » Eh bien, comment pourrais-je, et c'est une citation, comment pourrais-je justifier d'attaquer les installations nucléaires d'un pays dont la communauté du renseignement affirme qu'il n'a pas de programme d'armes nucléaires actif? Décevant. Fin de citation. Décevant.
Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une estimation nationale du renseignement était quelque chose à laquelle on prêtait attention, surtout parce qu'elle allait à l'encontre de la pensée dominante, surtout parce qu'elle était honnête. Jusqu'à aujourd'hui, chaque année, ce jugement a été réaffirmé dans des documents officiels. L'évaluation de la menace qui a lieu chaque année, eh bien, la plus récente en mars dernier. Les mêmes mots, d'accord? Même Tulsi Gabbard a ajouté cela. Elle a dit qu'il n'y a aucune preuve que le guide suprême ait annulé sa fatwa, son édite, contre le développement d'une arme nucléaire, comme si cela n'avait pas d'importance. Eh bien, ça compte, d'accord? Alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, Rubio dit sans importance, peu importe ce qu'ils font. Donc, c'est encore pire qu'en Irak, ou même pire que lors de la tentative contre l'Iran. Et certainement, quand est-ce qu'on agit? Donc, la communauté du renseignement a été mise de côté. Tulsi Gabbard, il y a de bons arguments pour qu'elle reste. Je veux dire, c'est la seule qui a un peu de bon sens. Je lui demande instamment de démissionner sur le champ dès que cela se produit, pour défendre ce qui reste de son intégrité. Mais non, elle s'est adaptée à la situation. Et elle a dit, oui, mais j'ai aussi dit ceci, j'ai aussi dit cela, j'ai aussi dit qu'il raffinait. Mais le raffinage, ce n'est pas une arme nucléaire, bon sang. C'est là qu'il y a confusion. Les gens disent, oh, ils raffinent au-delà de ce dont ils ont besoin. Oui, c'est vrai, d'accord. Ont-ils le droit de le faire? Oui. Est-ce une bonne idée de le faire? Finalement, non. Pourquoi? Les Iraniens pensaient pouvoir utiliser cela comme monnaie d'échange. Trump et Witkoff ont dit, non, non, il faut arrêter tout enrichissement. Les Russes ont dit, bon, d'accord, écoutez, nous prendrons l'enrichissement hautement raffiné. C'était donc une guerre de choix, une guerre pour un changement de régime. La distinction que j'essaie de faire ici, c'est qu'au moins en 2007 et 2008, un jugement honnête et intelligent a empêché une guerre d'agression contre l'Iran. Maintenant, au cours des 10 derniers jours, Israël et les États-Unis ont fait exactement cela. Et peu importe ce que disent les services de renseignement. Non seulement cela n'a pas d'importance, mais c'est également affirmé par le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d'État. La même personne, Marco Rubio, de toutes les personnes possibles, dit que c'est sans importance. Cela n'a aucune importance. Et il y a un petit échange puéril avec Margaret Brennan dans l'émission Face the Nation. Je veux dire, c'est un peu comme une bataille de nourriture à la cantine au collège. Oui, je ne le savais pas, j'ai dit, non, tu ne sais pas. Franchement, c'est tellement peu respectable. Donc, Rubio, peut-être Trump. Je ne pense pas Trump. Mais Rubio se prend pour Henry Kissinger, bon sang. Henry Kissinger a occupé les deux postes, conseiller du président pour la sécurité nationale et secrétaire d'État. Maintenant, mon lémurien vient de dire que Marco Rubio n'est pas Henry Kissinger. Je pense que c'est évident. Je suis d'accord, mais il est intéressant de noter que les conclusions des agences de renseignement ont été perçues très ouvertement, pour paraphraser Bush, comme un moyen de légitimer l'attaque, ce qui suggère que la raison de l'attaque est très différente de ce qui la légitime. Et c'est quelque chose que vous avez également constaté tout au long de cette affaire. Je veux dire, ils ont été très transparents quant à la raison de l'attaque, à savoir le programme nucléaire. Mais ensuite, ils doivent beaucoup tromper. Ils doivent parler des niveaux d'enrichissement, même s'ils savent que l'Iran utilise son statut d'État au seuil comme levier de négociation. Et puis, ils ont évidemment cet objectif clé en parallèle, qui est le changement de régime, qu'ils ne cachent pas très bien. Et oui, c'est fascinant quand des présidents comme Bush utilisent des mots comme « légitimer », c'est-à-dire « comment aurions-nous une excuse pour faire cela autrement ?» Oui, tu sais, Glenn, je me souviens de l'Irak.
J'étais tellement bouleversé de voir ce que faisaient mes anciens collègues que j'ai écrit plusieurs articles, dont un gros chapitre dans un ouvrage collectif. Mais il suffit de dire que j'ai perdu le fil de ma pensée. Je deviens ce que Dmitri Peskov appelle émotionnellement bouleversé en parlant de ce que Trump venait de dire. Je suppose, qu'est-ce que j'essayais de dire? Ah oui, ce que j'essayais de dire, c'est ceci. Quand j'ai mémorisé tout ça, il y avait des développements très importants auxquels j'ai prêté attention, et je m'en souviens encore, malgré mon âge. L'un d'eux, c'est que Bush a décidé de faire la guerre à l'Irak à l'été 2002. Il n'y avait alors aucune estimation nationale du renseignement sur l'Irak. Le président de la commission du renseignement du Sénat a demandé à l'administration Bush « Hey, si vous voulez que le Congrès vote une guerre contre l'Irak, il nous faut une estimation nationale du renseignement. Sinon, nous ne le ferons pas. » Il s'appelait Graham, le sénateur Graham de Floride. Oh mon Dieu! Eh bien, que s'est-il passé ensuite? C'est à ce moment-là que Condoleezza Rice s'est levée et a parlé du premier signe que nous aurions que Saddam Hussein possède une arme nucléaire. Ce serait un champignon atomique. Vous voulez que cela arrive? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, le 20 juillet 2002, le chef des services de renseignement britannique, il s'appelait et s'appelle toujours Sir Richard Dearlove. Blair, le Premier ministre, a dit à Dearlove, « Écoute, je parle avec George Bush au téléphone chaque semaine, mais rien ne vaut un contact en face à face. Va parler à George Tenet, qui est son directeur du renseignement central. Il est très proche de Bush. Va découvrir ce que pense Bush en interrogeant George Tenet. Il est très bavard et il te dira tout. » Donc Tenet a résisté au voyage, mais Bush avait reçu Sir Richard Dearlove, et il l'a fait le 20 juillet 2002. D'accord alors. Que s'est-il passé là-bas? Eh bien, je sais ce qui s'est passé. J'avais des amis qui étaient présents, mais ils ne m'ont pas dit ce qui s'était passé. Devinez qui m'a dit ce qui s'est passé? Sir Richard Dearlove. Parce que 3 jours plus tard, il a participé à un briefing au 10 Downing Street avec tous les hauts responsables, d'accord? Et Blair. Et il a dit ceci. George Tenet m'a dit que Bush avait décidé de faire la guerre à l'Irak. Cela sera justifié par le lien entre les armes de destruction massive et le terrorisme. Traduction. Nous allons dire que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et qu'il les a données à des terroristes. Dernière phrase, mais les faits et les renseignements sont manipulés pour correspondre à la politique. Maintenant, quelqu'un a divulgué ces procès-verbaux au, je crois que c'était le London Observer, bon sang, en 2005. Je n'ai jamais vu une telle impudence documentée. Les faits sont adaptés à la politique, d'accord? Donc, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, nous avons une justification similaire qui est maintenant avancée par certaines personnes de l'administration Trump. Que disent-ils? Ils disent que, dans ce cas, ce n'est pas Saddam Hussein, mais l'ayatollah ou les Iraniens qui possèdent une arme nucléaire ou qu'ils sont à seulement quelques semaines d'en avoir une. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont le donner aux terroristes. Je veux dire, allô? Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de 30 ans pour voir que c'est une répétition de ce qui a déjà fonctionné. Ça a très bien marché la dernière fois. Donc l'essentiel ici, c'est que les médias américains sont tout simplement irrécupérables. C'est pour ça que j'adore toujours participer à une émission comme la vôtre. On peut avoir une discussion sensée. J'espère que c'est ce qui s'est passé maintenant. Et vous savez le point positif, si je cherche un côté positif, c'est que Margaret Brennan, eh bien nous avons une expression aux États-Unis. L'un de ces gros sénateurs, comment il s'appelle, McConnell, vous savez, parlait à une sénatrice, celle du Massachusetts, dont je vais me souvenir du nom dans une seconde. Et il a dit, je lui parlais, et elle continuait à répondre.
Et pourtant, elle a persisté. Donc je cite, « Néanmoins, elle a persisté. » So, quote, nevertheless, she persisted. Well, nevertheless, Margaret Brennan Eh bien, malgré tout, Margaret Brennan, dans l'émission Face the Nation dimanche dernier, a insisté et elle a ridiculisé Marco Rubio. Cela a simplement mis en lumière le genre de clown qui dirige actuellement notre politique. Et pour eux, avoir l'occasion de dire aux gens, « Regardez, non seulement ils sont sur le point d'obtenir une arme nucléaire, mais ils vont la donner aux terroristes. » Et il y a toute une nouvelle génération qui ne se souvient pas que cela s'est déjà produit. Alors le bon côté des choses, malgré tout, elle a persisté. Bravo, Margaret Brennan. C'est un signe, et il y en a d'autres, plus discrets, que même les médias traditionnels commencent à se demander « Mon Dieu, allons-nous revivre cela et devoir ensuite nous justifier ?» Oui, personne n'est tenu pour responsable. La dernière fois, mes derniers petits messages ici, personne n'a été tenu pour responsable. Nobody held accountable. After the war was over, Après la fin de la guerre, enfin, les choses continuaient, mais vers 2007 en Irak, alors que les principales batailles étaient terminées, le responsable de la rubrique des tribunes du Washington Post, comment s'appelait-il déjà? Ça va me revenir dans une seconde. Il se rend à la Columbia School of Journalism, vous savez, un endroit prestigieux. Et là, on lui dit, « Dites-nous, rédacteur en chef de la section des tribunes du Washington Post. » L'un des étudiants demande, « Vous avez publié des tribunes dont 80% affirmaient comme un fait avéré que Saddam Hussein possédait des armes nucléaires. Comment expliquez-vous cela? » Et le rédacteur répond, « Eh bien, si ce n'était pas vrai, nous n'aurions probablement pas dû le dire. » Fin de citation. Alors, Robert Parry, mon mentor en journalisme, s'est tourné vers moi. Nous avons entendu cela en même temps, et il m'a dit, « Ray, je pensais que c'était un peu comme un principe cardinal du journalisme. » Si quelque chose n'est pas vrai, on n'est pas censé dire que ça l'est. Et il n'y a eu aucune réaction face à ce type. Donc ils s'en sont sortis impunément. Beaucoup de meurtres. D'accord. Est-ce qu'ils vont s'en sortir cette fois-ci? Eh bien, il y a certaines personnes, dont Margaret Brennan, qui sont prêtes à poser des questions maintenant. Peut-être que j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a de l'espoir, et j'espère que des millions de personnes regardent ceci en ce moment. Quand je n'ai pas la vraie information, j'espère que oui. Au moins, les jours où ils avaient un peu de honte me manquent. Quand ils essayaient de tromper, ils faisaient au moins plus d'efforts pour le dissimuler. Mais en tout cas, merci beaucoup, Ray. C'est excellent. Toujours excellent de parler avec toi. J'espère donc que tu pourras revenir bientôt. Eh bien, quand je parle avec toi, Glenn, j'apprends aussi beaucoup. Merci donc de m'avoir invité.